le gouffre. Le gouffre, c'est l'histoire d'une révolutionnaire qui fait partie de la... À l'époque de la révolution nicaraguayenne, on envoyait les écrivains à la ligne, au front, pour chanter aux soldats, chanter des poèmes, et puis les distraire. Et puis, moi, j'ai vécu cette époque au Nicaragua. Et puis, je me suis inspirée à cette réalité pour raconter la vie de mon personnage qui s'appelle Fernanda. Et comment, bon, c'était une femme qui était très engagée, parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. Et puis, quand elle était à la ligne du front, elle se perd parce qu'il y a la contre-révolution, attaque, et puis le groupe d'écrivains se disperse dans la forêt, et puis elle se perd dans la forêt. Finalement, elle meurt quelque part, et puis quand elle meurt, elle traverse plusieurs chemins, parce que je me suis inspirée de la vision des Indiens et mexicains, comme quoi il y a plusieurs étapes pour arriver. Et donc, pour moi, j'ai pris plusieurs étages différents ciels, en fait, différents étages avant d'arriver au ciel. Et puis, donc, à chaque fois, il y avait des moments difficiles pour avoir accès à ces différents étages. Mais à la fin, il y avait le ciel du monde judéo-chrétien. Et puis, l'espoir de ce personnage, c'était d'arriver au ciel parce qu'elle avait beaucoup souffert. Et donc, la souffrance, c'était... Et quand on disait dans la religion catholique, quand on souffrait, mais on était récompensé après. Donc elle avait souffert aussi bien en tant que femme, elle avait souffert comme révolutionnaire, elle avait souffert pour pouvoir survivre. Et puis quand elle arrive au ciel, elle découvre que les portes du ciel étaient fermées. Et alors elle frappe, et puis on lui dit, mais il dit, ici il n'y a plus de ciel. Donc, ni la Vierge, ni Jésus-Christ, ni personne n'était plus là. Et alors, elle dit, mais comment c'est possible? Et oui, elle dit, le ciel est fini, et puis la souffrance ne sert plus à atteindre ce bonheur. Maintenant, il faut apprendre à jouir. Et elle leur dit, mais comment c'est possible? Et avant, je souffrais pour pouvoir enfin jouir dans l'au-delà. Et alors, d'après une voix qu'elle entend dans ce ciel-là, il fallait pas souffrir pour jouir, mais jouir pour jouir, voilà. Donc, mais en espagnol, c'est assez compliqué. Ce bouquin, il a été traduit, c'est le gouffre. Et puis en espagnol, c'était les 50 à l'amanecer. C'est-à-dire le personnage qui est désenchanté, qui n'est pas enchanté, désenchanté. Elle est déçue de ce petit matin. Le matin, c'était l'aube annoncé par les révolutionnaires comme un changement de la société. Voilà. Et après cela, j'ai écrit aussi Le Pacte. Le Pacte, c'est un autre roman qui m'a fait beaucoup de plaisir parce que j'ai écrit plein de choses autour de la révolution, en fait. Et parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas parler. Moi, je suis partie au Nicaragua, et 2 ans après la révolution, parce que quand on avait fait des études, on était des sales bourgeois. Et puis moi, j'ai considéré que pour moi, ça a été tellement difficile que je préférais quitter le pays et repartir avec ma petite famille. J'avais une petite famille, et puis j'avais mon compagnon, c'était un Français. Et donc, on est revenu en France. Et j'ai écrit à partir de la France. C'est en France, en fait, à Paris, que j'ai commencé à écrire. Parce que quand j'étais au Nicaragua, j'avais peur. J'avais peur, parce que là-bas, on pouvait se faire éliminer à n'importe quel moment. Et puis, j'avais peur. Mais je pense que c'était quelque chose. On est construit comme ça, dans une peur, une terreur, non seulement au niveau de la mythologie, parce que il y a des personnages qui apparaissent, qui hantent le monde, mais aussi le social. Il y avait l'époque de la dictature de Somoza et tout ça. Et donc, quand je suis revenue en France, j'ai commencé à écrire, et puis j'ai commencé à exorciser mes peurs en train d'écrire. J'ai écrit 6 romans, en attendant d'avoir un poste à l'université, c'était pas évident. Et puis, j'ai écrit Le Gouffre, donc, des 50 ans d'Amanecer, et puis Le Pacte. Et puis, après, j'ai écrit un autre roman sur la vie des sandinistes et le conflit avec
avec la société traditionnelle. Et c'est intéressant parce que c'était une espèce de confrontation entre le monde magique et le monde révolutionnaire, en fait, marxiste, et dialectique, et puis aussi le monde qui était dans la réalité. En fait. Alors j'ai écrit aussi un troisième roman qui est de l'évêque, et Loristo, c'est un roman c'était sur l'immigration en fait. Et un personnage qui migre aux États-Unis. Parce que moi, j'ai fait partie de ces... J'ai immigré en fait de Nicaragua, je suis partie aux États-Unis parce qu'avec ma famille, ma mère à un moment donné, elle a décidé d'ouvrir les portes vers les États-Unis parce que la vie au Nicaragua c'était très difficile. Et donc l'idéal c'était de pouvoir trouver un travail, de pouvoir vivre. En fait. Donc on est parti et moi j'étais la 7e à immigrer. Mais à la différence de mes frères et sœurs, j'ai fait mon bac, en fait, parce que mon rêve c'était faire de la... Je voulais être astronome. Oui, mais je me suis rendu compte que aux États-Unis c'était très difficile, et surtout quand on m'attendait là-bas pour travailler dans un salon de coiffure, parce que mon père avait ouvert un salon de coiffure, et donc j'ai travaillé, puis le soir j'allais faire un peu la lave. Et je me suis rendu compte que finalement c'était trop difficile d'avoir l'argent pour payer les études. Et surtout qu'en travaillant, je pense que la physique, elle me sortait de la tête. Et puis finalement, j'ai commencé à épargner un peu pour venir en France. Et en France, je trouvais que les études c'était beaucoup plus accessible. Et j'ai commencé à faire du travail, je sais pas, ménage, garde d'enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études. Et donc, j'ai toute cette expérience de l'immigration, j'ai pu l'exploiter et faire d'une part ce roman sur l'évêque et un autre qui est La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça, c'est un roman qui était une autre étape, c'était la France, c'était une vie de migrants en France et puis une vie d'un couple mixte. Et donc mon personnage c'est une Colombienne qui est spécialiste des tortues en Amazonie, parce que je travaille en Amazonie aussi. Et puis donc j'ai ramassé un peu partout des choses que j'ai vécues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'il y a beaucoup d'autobiographie, c'est quand même une fiction, hein, parce qu'il y a, mais construite avec des faits réels en fait. Et donc la vie c'est comme ça, c'est une expression que le personnage qui s'appelle Fernanda. Elle est mariée avec Dominique. Et donc, sa belle-mère lui disait qu'à chaque fois qu'elle posait des questions sur des choses qu'elle ne comprenait pas, elle disait, mais des choses qu'elle ne comprenait pas, des choses injustes ou n'importe quoi. Et elle disait, mais la vie c'est comme ça. Et donc, j'ai repris cette phrase de ma belle-mère. Donc, je l'ai reprise pour montrer qu'est-ce que c'était ça, en fait. C'est des choses qui sont imposées et qu'il n'y a rien à changer. Alors que moi, j'ai changé tellement de choses dans ma vie que j'ai trouvé comme quelque chose qui est complètement fermé. Et c'est très intéressant parce que ça montre aussi qu'est-ce que c'est la vie d'un couple mixte. Et la différence, ce qui est intéressant, c'est montrer jusqu'à quel point il y a un fond commun dans le couple, aussi bien mixte que non mixte, parce qu'il y a toujours la binarité des rapports entre les genres qui se reproduit n'importe où, et on retrouve toujours ce même schéma, aussi bien une société développée, une société pauvre, tout ça. Donc, et ça, c'est mon avant-dernier roman. Et puis après, j'ai écrit un autre roman, qui est Un Latino-Américain à Paris. Et je trouvais ça intéressant parce que je voulais montrer aussi comment les hommes, en fait, ils arrivent, parce qu'il y a beaucoup de latinos qui viennent en France, parce que pour beaucoup de latinos, la France était très importante au niveau de l'indépendance de l'Amérique, parce qu'à cette époque, il y avait un conflit avec l'Espagne. Et puis la France, c'est l'endroit où les élites latino-américaines se sont formées. J'ai d'ailleurs sorti un livre sur ça, un essai. Et ensuite, et donc c'était les lieux de consacration, de formation de ces nouvelles nations latino-américaines.
ici en France, on a eu un poète très important, moderniste, Wendell, qui est du Nicaragua, justement. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était important de montrer que c'était la vie d'un homme qui vient dans un pays, et puis comment ça marche, c'est les rapports entre les genres. Parce que bon, c'est quelqu'un qui était professeur à l'université, il était professeur à la Sorbonne, et puis là, c'était comme un... Je montre le machisme de mon personnage, parce que ce n'est pas un folklore. Je pense que c'est intéressant de voir toutes les stratégies au niveau des rapports entre les genres. Et donc, voilà, je voulais absolument montrer la différence entre la vie d'une femme immigrée et en France, et la vie d'un homme immigré en France, notamment le machisme et puis toutes ces choses qu'on connaît des sociétés latino-américaines. Donc ça, en ce qui concerne le roman. Et puis pour finir, j'ai écrit à peu près 6 essais, aussi bien sur l'Amazonie. J'ai écrit un travail sur La Mujer Puro Cuento, qui est une série de mythes qui montre les personnages féminins en Colombie. Et puis je suis arrivée à travers ce travail d'anthropologie à essayer de montrer comment se construit le féminin et le masculin à travers les mythes. C'est un livre intitulé Le verre et les fruits, où les mythes me permettent de montrer comment on fait, chaque mythe montre une étape de comportement du féminin ou du masculin pour pouvoir avoir cette espèce de rapport hiérarchisé entre les sexes. Voilà. Et puis après, je me suis aidée aussi à écrire des essais sur les écrivains d'Amérique latine pour finir avec un essai autour d'une anthologie sur les femmes écrivaines, ou les femmes écrivains d'Amérique latine en France. Et parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, à l'université, on enseignait que les hommes, en fait, les écrivains hommes, et qu'il n'y avait pas de femmes, on n'étudiait pas les femmes. Alors, un jour, je suis allée à la bibliothèque de l'université, j'ai dit, j'aimerais savoir où il y a les rayons d'écrivains femmes. Alors, j'ai dit, mais madame, ici, on ne fait pas de différence. Et on n'est pas, pour nous, les écrivains, ils sont mélangés. Mais j'ai dit, mais alors j'ai dit, mais dans les rayons des hommes, il n'y a aucune femme. Alors bon, voilà. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire de la recherche et j'ai sorti une anthologie qui est l'écriture des femmes d'Amérique latine en France du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et j'ai réussi à montrer dans cet essai, et puis j'ai montré après 110 femmes qui avaient vécu en France et qui avaient écrit en France et qui se sont inspirées à plusieurs reprises des auteurs françaises comme Georges Sand ou Colette, et s'étaient influencées dans cette écriture. Et surtout beaucoup de femmes qui sont venues parce qu'il y avait un décalage entre leur société et puis ce pays d'accueil qui était la France. Parce que beaucoup d'élites, à un moment donné, au début du XXe siècle, venaient en France pour éduquer leurs enfants, ou on envoyait leurs jeunes pour faire des études, de médecine, n'importe quoi. Parce que c'était, en Espagne, il y avait une coupure très importante. Et donc la France, c'est un pays pour l'Amérique latine qui reste. Je dis souvent que Paris, c'est la capitale de l'Amérique latine. C'est pour vous dire à quel point il y a un attachement des latino-américains vis-à-vis de la France. Et à cause de cette participation, justement, au niveau de l'indépendance, d'ailleurs, il y a plusieurs personnages importants de l'indépendance qui sont morts ici. Par exemple, à Boulogne-sur-Mer, il y a Saint-Martin, qui était un des libérateurs, libertador de l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, enfin, c'est parti.